Bonjour à tous et à toutes. Quelquefois, je me sens seule. Ben là, pas trop. Et je me dis que l'interdisciplinarité, c'est aussi une réponse à la solitude peut-être qu'on peut éprouver quelquefois en tant que professionnel devant des situations qui sont difficiles, et notamment des situations de soins palliatifs. Et je pense que aussi pour le patient, quand il sent qu'il y a un travail d'équipe autour, en cohérence, sa solitude est moins grande. C'est ce que vous m'inspirez là maintenant, parce que j'ai vraiment la trouille. Donc voilà, j'ai eu l'honneur d'être interpellée pour rapporter devant vous cette expérience d'une petite équipe de soins palliatifs, équipe mobile, d'hôpital de proximité, mais qui a quand même la chance de trouver des collaborations avec les équipes de l'hôpital du coin, Casselardy, les équipes mobiles du CHU de Toulouse, ainsi que de l'ICR et aussi le réseau Reliance. Donc pour cette petite équipe, localement, les liens avec les équipes d'appui du réseau de soins palliatifs, réseau Palliative 81, sont aussi d'une ressource vitale, et notamment pour l'exemple d'une interdisciplinarité qui se décline sur le terrain. La formation au DU de soins palliatifs, très importante, a permis d'éveiller et de développer des compétences au niveau des savoirs et aussi de donner les germes de l'interdisciplinarité dans l'apprentissage de la démarche palliative et de la démarche d'éthique clinique. Mais l'interdisciplinarité n'est pas chose acquise dans les pratiques. Et ce qui en est peut-être la cause essentielle, pas dans tous les esprits. Dans un premier temps, il sera question de l'historique de la création de l'EMSP et de son fonctionnement, et dans un deuxième temps, de la tentative de mettre en place un projet de soins centré sur les souhaits du patient en interdisciplinarité au travers d'un cas clinique. Alors, la création de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital. Dès 1998, les soins palliatifs s'inscrivent dans l'établissement par la création d'un CLUD, comité de lutte contre la douleur, dont un volet consacré au développement de la politique de soins palliatifs. En 2003-2004 s'opère le détachement à mi-temps d'un poste IDE, infirmier, référent soins palliatifs, qui pendant son cursus de formation en soins palliatifs intervient dans les services à la demande. Personne ne sait trop ce que c'est que ce référent en soins palliatifs et infirmier qui, de surcroît, ne fait pas de soins. Le référent lui-même cherchant son identité. 1er octobre 2007, le poste IDE douleur soins palliatifs est ouvert à temps plein avec participation pour 10% à l'activité de l'équipe d'appui du réseau. Juin 2008, un carton de psychologue est dédié aux soins palliatifs. Un cadre supérieur de santé est intégré à l'équipe pour 0,15 équivalent temps plein. Le terme d'équipe prend enfin du sens. L'interdisciplinarité prend corps dans l'équipe. Mais d'où vient donc cette idée de structurer une équipe mobile intra-hospitalière ? La première trace est administrative en 2002. Dans le contrat d'objectifs de moyens de l'hôpital. Il y est question de former un référent douleur et soins palliatifs qui interviendra à la demande en intra-hospitalier et en lien avec le réseau. C'est en effet à l'initiative d'infirmiers, de médecins libéraux et de l'association de visiteurs bénévoles Jalmalv, soutien présence à l'époque, et avec le soutien des administrateurs des hôpitaux de Groyer et de Lavore, que ce réseau de soins palliatifs à vocation lien ville-hôpital s'est créé. Il a vu le jour officiellement en 2003. Le travail de fond avait été orchestré par 2 infirmiers, Madame Brigitte Dacier, puis Monsieur Francis Marc. C'est donc en quelque sorte une équipe intra-hospitalière qui a été conçue en extra-hospitalier. Il n'existait pas initialement en interne de projet médical structuré de développement des soins palliatifs. Cet enfant allait-il être reconnu ? Mais l'étincelle avait jailli, car les soignants étaient convaincus qu'il fallait aller au-delà des pratiques bienveillantes, mais peu harmonisées. Le patient relevant de soins palliatifs faisait l'objet, pas encore le sujet, de soins attentifs,
mais juxtaposés, et souffrant de la diversité des intervenants qui, au lieu d'être une richesse, induisaient des comportements contradictoires, chacun faisant de son mieux, mais le tout manquant de cohérence. Le patient souffrait du morcellement de sa prise en charge et de l'absence d'objectifs clairs, se trouvant isolé, face à face avec une seule certitude, celle de sa mort, et encore pouvait-il oser en parler. Revenons à l'interdisciplinarité. Dans interdisciplinarité, il y a discipline. Et avant d'être inter, faut-il se faire une idée de ce que c'est que cette discipline et de ce qu'elle a à dire. Le premier travail a consisté à définir les missions de l'IDE référent douleurs soins palliatifs et la politique de développement des soins palliatifs. Donc, réfléchir à ce qu'est une démarche palliative, se constituer une identité par une assise administrative, réaliser des enquêtes de terrain pour dégager les besoins des patients et des soignants, déterminer ainsi des objectifs d'action à valider en instance et évaluer les actions entreprises. Se connaître et se faire connaître, puis reconnaître. Travail de longue haleine, émaillé d'avancées, de blocages, de périodes de découragement, mais aussi d'enthousiasme, et toujours redynamisé par l'intensité des échanges avec patients et familles. Composition et fonctionnement de l'équipe. À ce jour, l'équipe mobile se compose de 4 membres. Un médecin, 0,05 équivalent temps plein, et un cadre de santé, 0,15 équivalent temps plein. Heureusement, une psychologue à carton, et puis un poste infirmier, un équivalent temps plein, dont une après-midi avec le réseau. L'équipe mobile fonctionne du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Elle est dotée d'un bureau, d'un poste informatisé, d'un portable. Elle n'effectue pas de permanence ni d'astreinte. Une réunion hebdomadaire de 2 heures sur dossier entre médecins, psychologues et infirmières, quelquefois du cadre de santé, a lieu les lundis après-midi pour valider et superviser les prises en charge. Du travail en binôme, psychologue et IDE s'organisent 2 après-midi par semaine pour des visites auprès de patients. Du travail administratif ou de préparation de protocoles, de formation, information. L'équipe mobile de soins palliatifs est l'organe ouvrier et coordinateur des objectifs et des actions du comité de lutte contre la douleur. Le MSP est appelé suivant une procédure connue des services et nécessitant l'aval des médecins. Un lit de soins palliatifs identifié soins palliatifs se situe en médecine. Service polyvalent de 34 lits d'hospitalisation complète, dont un lit de soins palliatifs et 2 places d'hospitalisation de jour. Le MSP intervient au plan clinique ou de la formation sur les 2 secteurs de l'hôpital, psychiatrique et général. En 2012, la file active de l'équipe comptait 80 patients pour 368 lits répartis en médecine, HCD, SSR, USLD, EHPAD, CAD, psychiatrie adulte. C'est à partir de la réunion hebdomadaire que commence le travail en interdisciplinarité de l'équipe mobile. Elle prend forme sur le terrain par l'intervention en binôme, essentiellement psychologue et IDE. Et en long séjour, le médecin de l'équipe travaille en binôme avec la psychologue ou l'IDE et parfois même équipe complète puisqu'il est le chef de service de l'USLD. Et par ailleurs, vu le peu de temps dont il dispose, il lui est difficile d'être présent dans les autres services. Pour les temps de formation, le médecin de l'équipe se détache ponctuellement. IDE et psychologue privilégient les interventions communes. Comment témoigner de l'efficacité de l'interdisciplinarité en effet, si l'équipe mobile de soins palliatifs n'est pas déjà elle-même pluridisciplinaire, si elle ne renvoie pas une image de fonctionnement harmonieux entre ses membres et au niveau de la communication. Interdisciplinarité, concept, nécessité, efficacité, avantage. Si le fonctionnement de l'équipe mobile de soins palliatifs en transversalité dans l'établissement oblige à créer de fait une pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité ne va pas de soi. Elle exige partage des compétences, des points de vue, des ressentis, pour parvenir à construire avec le patient ou en accord avec sa volonté un projet de soins cohérent. Ce ne sont pas des idées de soins à prodiguer qui se juxtaposent, mais qui prennent sens pour le patient vis-à-vis de l'évolution de sa pathologie et du temps qui lui reste à vivre, qui prennent du sens pour l'équipe et l'entourage.
Cela suppose que les différents acteurs puissent déposer ensemble, à un moment déterminé et dans le calme, tous les éléments de la prise en charge globale du patient, définissant des objectifs et des actions, prenant des décisions. Sachant aussi que l'évolution de la maladie n'est pas maîtrisée, qu'elle est possiblement fluctuante, que tout ne sera pas prévu ou anticipé et que l'état psychique du patient en fin de vie est lui aussi ballotté par des pulsions paradoxales dans bien des cas. Belle approche que celle de la collégialité est tellement recommandable dans les prises de décision éthiques quand le patient n'est plus capable d'exprimer sa volonté. La loi Leonetti a permis d'interpeller les médecins sur ce qu'il convient légalement de faire dans ces circonstances particulières. Elle a le mérite de donner un caractère obligatoire à la convocation de l'équipe ainsi que des proches pour participer à la réflexion en matière de décision thérapeutique éthique. Intérêt de l'interdisciplinarité toujours pour reprendre, expliquer, réévaluer un projet de soins en équipe. Le médecin reste celui qui prend la responsabilité de la décision. Mais quel confort de pouvoir partager cette décision. Quel meilleur discernement dans l'ouverture de la réflexion, dans la confrontation parfois. Quel apaisement dans la transparence. Travail en interdisciplinarité, une perte de temps. Et pourtant, l'argument des réunions chronophages, ou même qualifié de perte de temps, l'emporte encore souvent dans la non-organisation de réunions de concertation multidisciplinaires pour construire ensemble une démarche de soins palliatifs. Se poser pour sortir le nez du guidon, cesser d'enchaîner des actes, des soins, des consultations, sera-t-il une perte de temps quand on aura réfléchi à la non-pertinence parfois de certains de ces actes ou à une organisation différente ? Ce temps n'est-il pas suffisamment identifié et reconnu dans la T2A ? Peut-on s'affranchir d'une logique comptable ? Est-ce le seul principe de réalité ? Échanger en interdisciplinarité est un risque. Par ailleurs, il est difficile de se défaire de son point de vue, de ses convictions, d'avoir l'impression de se dévoiler, peut-être de se découvrir soi-même avec une image différente de celle qu'on aurait, de celle que l'on avait ou que l'on voudrait cultiver dans l'équipe. Et puis, il faut inventer, sortir des sentiers battus, et l'on ne sait pas où l'on va, comment ce sera, si ce sera la bonne décision. Ensuite vient la pratique, la concrétisation de toutes ces paroles dans les actes, dans les comportements, et l'on peut en voir les conséquences. Il est intéressant de les évaluer au fur et à mesure, pour rectifier la conduite à tenir, a posteriori pour en tirer des enseignements, des savoir-être. Une véritable aventure quand on pense ne disposer que de quelques minutes. La remise en cause sous-tendue par l'interdisciplinarité bouscule nos savoir-faire, nos individualités, met à nu quelquefois des incertitudes ou des certitudes pures et dures. Incertitude, facteur d'angoisse s'il en est, mais que le partage en équipe parviendra à alléger si ce n'est à soulager. Certitude pure et dure à débusquer pour pointer le risque d'imposer une seule vision des choses, exclusive peut-être du vouloir du malade. Nous savons ce qui est bon pour vous. L'équipe mobile, élément d'un éveil à l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité, expérience de vie en équipe, de partage. Comment une EMSP peut-elle témoigner et convaincre de tout cela ? Peut-être de par son fonctionnement propre qui renvoie des compétences et des visions multiples, mais qui s'harmonisent dans l'élaboration d'une démarche de soins. Le MSP intervient à la demande, propose, suggère, participe. Si son œil extérieur apporte une vision plus distanciée, contribuant à une prise de recul pour les soignants eux-mêmes, son extériorité ne l'autorise pas à mettre en place, par exemple, des temps spécifiques pour construire une démarche palliative avec l'équipe. J'ai entendu cette remarque une fois. Oui, mais si on passe tout ce temps pour un, et les autres alors ? Le MSP peut donner l'impulsion d'une réunion de concertation pour une prise de décision, mais elle ne saurait s'ingérer dans l'organisation d'un service. Limite de la hiérarchie, carcan de l'organisation administrative hospitalière. Alors, se tourner vers les cadres de santé, les chefs de service. Autre travail en interdisciplinarité. Les missions de formation de l'EMSP peuvent fournir l'opportunité de réflexion sur l'apport de l'interdisciplinarité et de son organisation au sein des unités.
On va essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé auprès d'un patient. Donc voilà, je vais vous présenter ce monsieur. Monsieur Wagner, Lucien, 55 ans, est entré en médecine, entrée directe, avec un courrier succès du médecin traitant, donnant le diagnostic, le traitement, demandant un bilan scanographique et stipulant que dorénavant le maintien à domicile chez sa cousine n'est plus possible. Monsieur Wagner a été conduit à l'hôpital par des ambulanciers. Ce monsieur est inconnu du service et de l'établissement. Il souffre d'un carcinome laryngé évolutif, localement, avec des nodules pulmonaires suspects. Il présente de nombreux nodules de perméation ouverts à la peau et suintants dans la région du cou. Il marche. Il garde une autonomie pour les gestes courants de la vie quotidienne, même s'il est porteur d'une gastrostomie et d'une trachéotomie appareillée. Il tient à gérer lui-même les horaires de prise de ses médicaments et de son alimentation entérale, qu'il branchait lui-même jusqu'alors. Les lésions au niveau du cou sont alaires et suintes. Il ne supporte aucun pansement. À domicile, il se chargeait lui-même des soins locaux, canules et plaies. On observe les signes d'une surinfection. Le médecin traitant vient de débuter une antibiothérapie. Ce monsieur communique par SMS et par écrit. Il est très asthénique et s'irrite rapidement quand on ne le comprend pas, coupant court aux tentatives de communication, restant alors mutique. Dès son entrée, le MSP est appelé et, circonstance opportune, l'équipe mobile avait été contactée la veille par le réseau, précisant que des courriers d'information seraient transmis d'ici 48 heures et que ce monsieur venait d'être inclus. Monsieur Wagner avait dit qu'il ne voulait pas être hospitalisé, pas avant une dizaine de jours. Le lien est fait avec le réseau et le dossier médical est transmis au service avec une fiche de signalement SAMU spécifiant qu'il existait un risque hémorragique ou asphyxique important et que l'anticipation d'une sédation était à réfléchir. Ce sujet avait été abordé en amont de l'hospitalisation entre l'équipe du réseau, le médecin traitant et le patient. Le MSP intervient 2 fois à 4 jours d'intervalle. Première intervention de l'infirmier, le jour de l'entrée, le jeudi. Rencontre du patient et information du lien avec le réseau et de la transmission du dossier. Recueil de ses habitudes et de ses souhaits, de son projet. Il baisse les bras et vient mourir à l'hôpital pour ne pas souffrir et éviter de soumettre son entourage à des images et des émotions peut-être difficiles. Il ne veut pas mourir asphyxié ni tout seul. Transmission des informations aux IDE et aux AS. Première discussion avec le médecin à propos de la mise en place d'une sédation éventuelle et suggestion d'une réunion de concertation avec l'équipe de soins. Deuxième intervention le lundi. Le matin, réflexion avec le médecin autour des modalités de prescription anticipée d'une sédation à partir des recommandations de la SFAP. Rencontre du patient et point avec lui. Proposition d'un soutien psychologique avec un professionnel. Point avec les aides-soignants et l'IDE de l'équipe. L'après-midi, réunion entre le médecin du service et l'équipe soignante à propos de la prescription anticipée d'Hypnovel, midazolam. Le patient et sa cousine ayant été informés de l'éventualité du recours à une sédation en amont par le médecin. L'appel de l'urgentiste est prévu en parallèle avec le début de la sédation, si l'événement se produit la nuit ou en l'absence des médecins du service. Le médecin du service s'est déplacé aux urgences pour informer ses collègues. Tout semble calé. Le patient est mort 6 jours après. Il y a eu initiation de la sédation par les infirmiers, intervention de l'urgentiste et alors interruption de la procédure, interruption de la sédation. Au bout de quelques dizaines de minutes, le patient s'est réveillé, mais conservant une conscience altérée. Il est rapidement décédé, entouré de 2 infirmières et d'une aide-soignante qui l'ont accompagné. Lorsque j'ai revu les soignants, ils étaient bouleversés par le fait d'avoir interrompu la sédation et de s'être sentis quelque peu impuissants et abandonnés. Un groupe de parole avec un psychologue a eu lieu 8 jours après le décès. Le MSP a ensuite interrogé les différents acteurs sur leur désir de faire un débriefing. Cette réunion s'est déroulée 1 mois et demi après le décès du patient,
entre les urgentistes et le service de médecine, un médecin de l'unité de soins palliatifs de Toulouse et un médecin du réseau local, réseau Palliative 81, en présence de l'équipe mobile intra-hospitalière. L'expérience de ce cas clinique peut laisser à penser qu'une part d'impondérable reste souvent incontournable. Mais y a-t-il eu véritable interdisciplinarité dans la construction de la démarche ou dans le processus de décision? Le lien avec le service des urgences a été ponctuel et de médecin à médecin. Le motif de la demande de leur intervention aux urgentistes, ainsi que la mise en place d'une sédation n'ont pas été approfondies avec eux. L'information a touché les urgentistes présents ce jour-là, individuellement. Il n'y a pas eu de consigne écrite à leur intention. La trace écrite existe dans les fameuses transmissions ciblées, dans les macro-cibles du dossier patient. Le dossier est un support papier encore à l'hôpital. Mais quand sont-elles lues et par qui? Les observations ou les prescriptions médicales sont souvent lapidaires, les médecins disposant de peu de temps. Service comptant 36 patients avec des polypathologies. Il leur est demandé aussi d'effectuer des actes, des consultations, répertoriables au niveau de la fameuse T2A. Influence d'une logique comptable. La réflexion s'est déroulée par petits noyaux. Le projet n'a pas été mûri par l'ensemble de l'équipe soignante. La transmission de l'information s'est faite de manière parcellaire, dans le passage d'une équipe à une autre. L'écrit constitue la mémoire des actions ou des événements passés ou à venir. La parole les rend vivants, engage les personnes et met en route un cheminement, donne du sens. Faut-il que cette parole ne parte pas dans tous les sens, qu'un fil d'Ariane ait été tissé? J'aurais envie de comparer l'action de l'IDE-MSP dans sa tentative d'information et de cohésion du projet de soins du patient à celle d'une abeille, butinant de fleur en fleur, recueillant des données, les redistribuant, indiquant une direction. Mais tant que la confrontation des divers avis, ressentis, compétences n'a pas lieu, tant que les individus entre eux ne se sont pas colletés aux problèmes qui se posent, autre image, le ciment ne prend pas. L'autorité du médecin qui donne le cap n'est pas clairement identifiée. Le bateau n'a seulement qu'un capitaine par intérim. Chacun peut y aller un peu de la sienne. Comment appliquer ainsi une prescription anticipée type nouvelle sans avoir besoin du soutien, de la présence d'un médecin? Comment pour un urgentiste mal informé à ce moment-là de la loi Leonetti comprendre ce qui est en jeu sans avoir eu connaissance du processus en amont, sans connaître l'histoire de ce patient? L'équipe mobile a pu se tourner vers le réseau et l'unité de soins palliatifs pour amener des compétences et des savoir-être. L'institution a permis cette organisation au-delà de ses règles fonctionnelles. Une réflexion interdisciplinaire a été possible a posteriori, ne résolvant pas tout, mais semant les jalons d'une réflexion sur des pratiques nouvelles et des interrogations sur le sens des soins à entreprendre. L'extériorité de l'EMSP est un atout pour amener un autre éclairage aux situations, tenter de comprendre ce qui se déroule. Il n'est nullement question d'interférer dans l'organisation du travail des unités où elle ne fait que passer. Elle peut participer à davantage de cohésion, mais reste consultative. Elle peut indiquer la tonalité relative au diapason, mais ce n'est en aucun cas le chef d'orchestre. La démarche palliative va de pair, me semble-t-il, avec un travail sur soi, individuel et collectif. Elle passe par un processus de maturation auquel l'EMSP ne peut se substituer. Soutien des équipes au travers de groupes de parole, de débriefing, de formation-information, peuvent participer à l'édification d'une culture palliative intégrée dans une institution qui peut alors porter chaque soignant. Voilà.